qu'on entend parfois dire qu'il existerait une sorte de raccourci magique, une astuce. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation vraiment alarmante, une véritable illusion qui affecte tragiquement pas mal d'étudiants internationaux et plus particulièrement les étudiants népalais en France. Il y a cette idée fausse, hyper dangereuse et qui se répand comme une traînée de poudre, selon laquelle le système d'asile français pourrait servir de filet de sécurité quand on a des problèmes financiers ou scolaires. C'est ce qu'on appelle tout simplement le piège de l'asile, et le but de cette analyse, c'est de démonter ce mythe de A à Z en s'appuyant sur les vraies lois et la réalité du terrain. Et cette image représente parfaitement le problème. L'asile, ce n'est vraiment pas un simple formulaire à remplir. C'est un labyrinthe bureaucratique d'une complexité folle. Dès l'instant où un dossier est déposé pour tenter de s'en servir comme solution de facilité, paf, la machine se referme. Il devient alors pratiquement impossible de faire machine arrière. Le piège est en place. Pour bien comprendre comment on en arrive là, on va suivre un plan très simple. 1. Le mythe de la difficulté financière. 2. La vraie définition de l'asile. 3. L'attente, qui est une véritable épreuve. 4. Le cas spécifique du Népal. 5. Les mensonges des agences. Et 6. Les conséquences juridiques qui, on va le voir, sont dévastatrices. Alors commençons par la première partie, le mythe de la lutte financière. Il faut d'abord reconnaître une chose très claire. La pression des frais de scolarité, les dettes de la famille restée au pays, la limite stricte des 20 heures de travail par semaine, c'est une souffrance réelle, c'est lourd à porter. Mais il faut opérer un changement de perspective radical pour comprendre comment la justice française, elle, perçoit tout ça. Le truc crucial à retenir ici, c'est que le droit de l'immigration trace une ligne gigantesque, un véritable mur impénétrable entre le stress financier, même authentique, et la persécution politique. D'un côté, on a la pression écrasante de rembourser un prêt étudiant, de l'autre, on a des gens qui fuient désespérément une zone de guerre ou un gouvernement qui veut leur mort. Ce sont deux univers qui n'ont absolument rien à voir, et la loi refuse catégoriquement de les mélanger. Ce qui nous amène à l'OFPR, c'est l'agence de l'État qui gère les demandes. Eh bien pour eux, il y a exactement 0% de lien entre un problème économique personnel et les critères de l'asile. L'inflation, les prêts familiaux, les frais d'une école de commerce, ça n'a littéralement aucune existence légale pour eux. Tenter d'utiliser ces arguments, c'est comme parler une langue qu'ils n'ont même pas le droit d'écouter. Partie 2. Définir le véritable asile. Pour saisir pourquoi l'OFPRA est aussi inflexible face aux galères financières, il faut faire un petit saut dans le passé et regarder les textes de loi qui dictent les règles dans toute l'Europe. C'est absolument fondamental de se rappeler de la Convention de Genève de 1951. C'est un texte rédigé juste après la Seconde Guerre mondiale. On parle d'un outil de droit international conçu uniquement pour les urgences absolues, les questions de vie ou de mort. C'est fait pour sauver des gens persécutés pour leur religion, leur nationalité ou leurs opinions politiques. Ce n'a jamais, au grand jamais, été prévu pour aider à payer une dette étudiante ou pour contourner un visa de travail. Et la dure réalité s'affiche noir sur blanc, juste là. En s'appuyant sur cette fameuse convention, la loi française ne considère tout simplement pas la lutte économique comme un motif valable pour être protégé. Pire encore, utiliser le système de l'asile pour des raisons purement financières, c'est vu par la loi comme un détournement de procédure. Passons à la partie 3, l'éprouvant processus d'attente. Qu'est-ce qui se passe concrètement une fois que le dossier est déposé à la préfecture en croyant naïvement qu'on va obtenir des papiers facilement? C'est là que le piège se referme avec un bruit sourd en 4 étapes bien précises. 1. Perte immédiate du passeport. L'État le confisque, on est bloqué. 2. Le début d'une attente incertaine qui peut durer des mois, voire des années, avec des vérifications sans fin. 3. Pendant toute cette période, interdiction formelle de travailler légalement. Et 4. Cette précarité extrême mène inévitablement à un isolement total et à une détresse psychologique très, très lourde. C'est exactement comme être aspiré dans un tourbillon. Sans passeport, fini les voyages. Impossible de franchir une frontière, impossible de rentrer voir sa famille, même s'il y a une urgence absolue. Et sans droit de travailler, survivre au quotidien devient 1000 fois plus risqué et compliqué qu'avec un simple visa étudiant. Le contraste fait froid dans le dos. Lâcher son visa étudiant, c'est jeter par la fenêtre une sécurité légale solide, le droit de bosser ses 20 heures tranquillement, et surtout le droit d'étudier. Le statut de demandeur d'asile, dans ce cas précis, c'est un aller simple vers l'illégalité et la fin brutale du parcours académique. On arrive à la partie 4, le Népal, un pays sûr. C'est ici qu'on va parler chiffres et diplomatie et comprendre pourquoi cette démarche est un échec garanti à 100% pour les citoyens népalais. Il suffit de regarder ces statistiques, elles sont sans appel. Quand on regarde des zones de conflit ouverts comme l'Afghanistan ou la Syrie, le taux d'approbation frôle les 100%. Et c'est normal, le danger y est permanent. Mais pour le Népal, le compteur reste bloqué à un bon gros 0%. C'est un mur de refus systématique.
Et la raison de ce zéro pointé est très claire. La France a officiellement classé le Népal sur la liste des pays sûrs. Légalement, ça veut dire que l'État part du principe que les citoyens n'y sont pas en danger. Donc toute demande qui n'arrive pas avec des preuves absolument extraordinaires, ultra personnalisées et certifiée d'une persécution directe par l'État népalais sera traitée en express et rejetée sur le champ. Sans ces preuves incroyables et tangibles de danger de mort imminent, l'histoire se termine inlassablement de la même façon. Une lettre froide dans la boîte aux lettres, un refus catégorique qui scelle le dossier. Ce qui nous amène à la partie 5. Démystifier les mensonges des agences. Si c'est voué à l'échec, pourquoi tant de monde fonce encore dans le mur? Eh bien, il est temps de parler de ceux qui propagent cette désinformation toxique. Ces fameux consultants ou agences peu scrupuleux qui envoient les étudiants à l'abattoir administratif. C'est sidérant de voir à quel point les belles promesses de ces intermédiaires sont déconnectées de la réalité juridique. Le mythe raconte qu'il n'y a pas d'expulsion ou que c'est l'astuce magique pour bosser à plein temps. La réalité, c'est le renvoi automatique en cas d'échec et une interdiction de travailler qui pousse tout droit dans les bras de l'exploitation et du travail au noir. La loi détruit complètement ces 3 énormes mensonges. Déposer une demande d'asile n'est jamais, au grand jamais, une bonne solution de secours si on rate ses examens. D'un point de vue purement administratif, il est 1000 fois plus sûr d'assumer son échec, de redoubler l'année et de prolonger son visa étudiant normalement, plutôt que de lancer une procédure d'asile totalement infondée par désespoir. Et enfin, partie 6, les conséquences juridiques dévastatrices. On doit parler de la fin du cauchemar. Parce qu'un refus, ce n'est pas juste un bout de papier qui dit « non, désolé », c'est un véritable séisme pour l'avenir de la personne. Les conséquences sont brutales et permanentes. Le couperet tombe sous la forme d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'accompagne systématiquement d'un blocage total pour voyager dans n'importe quel pays de l'espace Schengen. C'est tout le dossier d'immigration à l'international qui est ruiné. Une fois que cette OQTF est prononcée, le profil d'immigration de la personne est marqué au fer rouge dans les bases de données mondiales. Cette tâche indélébile rend l'obtention du moindre visa futur, que ce soit pour travailler ou même pour de simples vacances, pratiquement impossible. C'est littéralement une porte blindée qui se verrouille à double tour sur toute ambition de carrière internationale. Être étudiant à l'étranger, c'est vrai, c'est comme grimper des escaliers ultra raides. Bosser dans une autre langue, gérer un tout petit budget, courir entre les cours et le petit boulot, c'est très dur. Mais cette ascension difficile, elle est tellement préférable au fait de glisser dans la trappe des violations d'immigration, une trappe très sombre dont on ne remonte presque jamais. Pour conclure cette analyse, il faut vraiment garder la tête froide. Les fausses promesses des agences peuvent sembler hyper séduisantes quand les factures s'accumulent, mais elles cachent un danger dont on ne se remet pas. Alors on doit se poser la vraie question, est-ce qu'une vague illusion de gains financiers à très court terme mérite vraiment de sacrifier tout un avenir international, de se priver de la liberté de voyager et d'une potentielle carrière mondiale? Quand on voit l'inflexibilité totale de la loi française qu'on vient d'examiner, la réponse est évidente. Merci d'avoir suivi cette explication en profondeur, on se retrouve très vite pour décrypter un nouveau sujet